Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e des prix de la saison consacré à un Grand Prix de Grande-Bretagne absolument incroyable. Évidemment, beaucoup de choses à voir ensemble, mais commençons par cette histoire complètement folle. 945 jours après, Lewis Hamilton est de nouveau un vainqueur en Formule 1. Si on avait su qu'on serait si heureux et si touché par la 104e victoire d'un gars qu'on a trop souvent vu gagner, qui a parfois traumatisé nos dimanches, bien on n'y aurait pas cru. Alors, c'est absolument incroyable. Le premier sentiment après ce 12e rendez-vous, c'est l'impression d'assister à une saison tout droit sortie d'un film. Elle a démarré un petit peu doucement et elle pourrait être encore meilleure évidemment sur plusieurs points. Mais voilà, il y a désormais 5 vainqueurs différents. Leclerc a réussi à obtenir son succès complètement fou à Monaco. Les écarts n'ont finalement jamais été aussi serrés. On a 3 ou 4 équipes qui peuvent se battre pour la victoire chaque week-end, ce qui était, il faut le dire clairement, notre rêve le plus fou. Il y a des dynamiques super intéressantes aux 4 coins de la grille. On a aussi un mercato complètement hollywoodien. Et maintenant, par-dessus le gâteau, on vient nous rajouter Lewis Hamilton qui retrouve la victoire à Silverstone. Non, franchement, c'est absolument dingue. Ne manque peut-être que la première victoire de Piastri et une surprise complètement folle en fond de grille, et on aura quasiment tout. Non, franchement, si c'était un film, je pense qu'on dirait tous que le scénario n'est pas assez réaliste, mais voilà où nous en sommes. Sur la base de ce qu'on relève patiemment depuis la mi-saison dernière et des choses qui se sont affirmées au fur et à mesure dans cette saison, eh bien oui, nous avons une superbe saison. Il manque un classement plus resserré, mais ça va peut-être venir et surtout, il y a de très belles choses à observer ailleurs. Voilà. Le décor global de cette saison est franchement génial à suivre. Et puis, si on s'arrête sur cette course, quelle folie! Après le beau tournant narratif auquel on avait eu le droit en Autriche, avec en plus des équipes dont les dynamiques se resserrent, et bien là, on n'a pas été déçus avec en bonus des Britanniques complètement en feu et un excellent scénario de course, le tout dans le berceau de la Formule 1. Les 2 premières lignes étaient absolument géniales et derrière on a eu quasiment tout ce qui se fait en sport auto avec 4 changements de leader, mais au-delà de ça, beaucoup de dépassements parmi les hommes de tête, un aspect stratégique extrêmement omniprésent qui a fait tourner plusieurs fois les choses, des erreurs, des tours de force, des pilotes qui font par moment la différence et en plus des conditions changeantes à Silverstone. Wow, c'était vraiment incroyable. Il a peut-être manqué le fait de course, l'accident. C'est pour ça qu'on s'approche pas encore tout à fait de Silverstone 2022, qui est pour moi la référence en matière de course où il y a tout ce qui représente le sport auto. Mais c'est pas plus mal, ça montre que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une safety car ou d'un crash pour animer les courses. C'est même plutôt le contraire. Récemment, on a eu des safety cars qui nous ont tué les scénarios des courses, comme au Canada, comme à Miami, mine de rien, même si au final, le vainqueur était le bon d'un point de vue narratif. Les scénarios sont toujours meilleurs quand ce sont les équipes et les pilotes qui les écrivent, et c'est ce qu'on a eu hier. Mais justement, penchons-nous sur ce Grand Prix. Comment Hamilton a-t-il fait pour remporter cette course et quelles conclusions tirer alors que nous sommes maintenant pile à la mi-saison? On commence par un déroulé de la course pour comprendre comment elle s'est jouée, comment elle s'est gagnée par Lewis Hamilton. Pour moi, on est obligé de commencer par la qualification où il y a 2 choses qui ont ouvert la porte à Mercedes. D'abord, l'erreur de Verstappen en Q1 qui va dans l'herbe et abîme largement son fond plat. Ça l'empêche de faire un résultat qui, selon moi, aurait été bien meilleur. Et la deuxième erreur, c'est Lando Norris qui rate son dernier tour de Q3, ne le termine pas et donc n'améliore pas. Ainsi, les Mercedes ont la première ligne. Ensuite, il y a le départ, super important pour Mercedes puisqu'il se passe 2 choses très importantes. Déjà, il garde les 2 premières positions et surtout, Lando Norris perd la 3e au profit de Verstappen qui avait moins de rythme sur la première partie du Grand Prix et a donc bloqué Lando Norris pendant 16 tours. Ça a créé un petit matelas de 3, 4, 5 secondes pour les 2 Mercedes. Après, il y a un premier tournant à l'arrivée de la pluie où George Russell est le premier à entrer dans l'averse et se fait un petit peu surprendre. Hamilton recolle, reprend le DRS et va très rapidement le doubler, lui passer devant. Bonne nouvelle, oui mais non, car au final, dans ces conditions, ce sont les McLaren qui s'en sortent largement le mieux et surtout, les 2 Mercedes en même temps tirent tout droit au premier virage et perdent là les 3-4 secondes d'avance qu'elles avaient. Ça permet aux 2 McLaren de se rapprocher et ensuite de passer car elles allaient clairement plus vite. Finalement, le rapport s'inverse, on passe d'un doublé Mercedes avec 3-4 secondes d'avance à un doublé McLaren avec 3-4 secondes d'avance.
On se dit à ce moment-là que Mercedes a perdu. Mais ils ne vont pas paniquer, ne vont surtout pas rentrer au stand trop tôt. On se rappelle d'une radio où on demande à Hamilton s'il faut mettre les inters et il répond que non. Très très bon choix. Ils vont rester là en embuscade, 3e, 4e, et va venir le moment de la deuxième averse. Plus forte, il faut s'arrêter pour mettre les intermédiaires. C'est Verstappen qui s'arrête un tour avant les autres et qui gagne directement 7-8 secondes. Il faut donc couvrir, c'est ce que fait Hamilton en compagnie de Lando Norris. Très bien, mais c'était de justesse puisqu'à la sortie, Verstappen s'intercale entre les deux pilotes Mercedes. Il n'en fallait pas plus. Voilà, si Mercedes avait tardé à réagir à ce moment-là et que Verstappen était passé devant, là pour le coup, c'était course perdue. Bonus pour Mercedes, on perd Piastri puisque McLaren va décider de l'arrêter 2 tours trop tard. On y reviendra évidemment, c'est une immense erreur. Et donc, on va se retrouver à 1 contre 1 contre 1. McLaren, Mercedes, Red Bull. Puisque si George Russell va nous quitter de manière extrêmement soudaine, il va abandonner. Problème moteur finalement, c'est fini, ciao Russell. On rentre dans la 5e partie de cette course où l'écart va se stabiliser sur les pneus intermédiaires entre Norris et Hamilton à environ 3 secondes, 3 secondes et demie. Il ne se passe pas grand chose, puis petit à petit la piste sèche au profit de Verstappen, on y reviendra, mais aussi d'Hamilton qui se rapproche dangereusement de Norris. Et là, 6e moment, le tournant de la course, le moment du deuxième arrêt. Les Mercedes, Hamilton réussit à faire un undercut absolument crucial sur Lando Norris. Un tour et un arrêt un peu foiré par Lando qui bloque les pneus, s'arrête un peu loin et perd à peu près là 2 secondes, lui permet de ressortir devant. Et puis après, 7e point, la quinzaine de tours sur le sec où ils avaient Lando Norris et Lewis Hamilton, tous deux des pneus soft. Ils ont fait jeu égal quasiment de bout en bout et se sont fait rattraper par Verstappen qui lui avait les pneus hard. On s'est vite rendu compte que plus dur le choix de pneus était, meilleur il était, et donc finalement c'était pas forcément le meilleur choix les softs, mais ça a fini par tenir pour Lewis Hamilton qui, au bout de ces 7 étapes décisives, s'en est sorti avec 1,5 seconde d'avance sur Max Verstappen. Et donc à l'arrivée, cette émotion hors du commun pour Lewis Hamilton, compréhensible évidemment, surtout quand on sait tout ce qu'il a traversé depuis 3 ans, depuis Abu Dhabi, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à autant, c'était vraiment extrêmement émouvant. Personnellement, la scène où il est dans les bras de son père et où on l'entend sangloter, j'ai encore du mal à m'en remettre, franchement c'est absolument incroyable. C'est ça qu'on appelle l'histoire du sport avec un grand H, c'est pour ça qu'on en est fan, c'est pour ça qu'on dédie autant de temps à notre passion, c'est parce que on regarde des sportifs qui sont capables de nous transmettre ce genre d'émotion, de vivre ce genre d'émotion. Voilà. Je pense que c'était un moment où notre passion du sport prenait son sens. On pourra parler des chiffres et des records, ils sont évidemment monstrueux et il faudra les regarder à tête reposée parce qu'ils montrent, ils témoignent de la grandeur de Lewis Hamilton, mais personnellement j'avoue que ce sont les images après l'arrivée dans le parc fermé qui me frappent, les larmes d'Hamilton à la radio avec son père sur le podium. Alors ça me reste. C'était beau de voir un monument, le plus grand monument à minima statistique de la F1, touché. Ça, c'était incroyable. Il a fendu l'armure comme rarement. Et ça récompense un super week-end. Alors oui, il a toujours ce déficit en qualification. En vrai, il se le traîne depuis 1 an et demi, 2 ans. Les quelques 2 dixièmes sur George Russell en qualif. C'était encore le cas ici, mais ça suffit pour partir deuxième. Il reste deuxième. À l'arrivée de la pluie, il fait la différence sur George Russell. Et ensuite, Mercedes a fait des choix excellents. Lui a été absolument parfait et il a su avoir un rythme énorme à la fin pour résister de peu à Verstappen, parce que franchement, Verstappen aurait pu lui prendre cette victoire au dernier instant. Voilà. Bravo, exceptionnel. C'est là, elle va rester longtemps. Russell, lui, sera évidemment frustré après une magnifique pole à domicile, la 3e de sa carrière, qui montre à quel point il s'affirme, à quel point il est bon, tout simplement. Eh bien, il a dû abandonner, on l'a dit de manière extrêmement soudaine, son Grand Prix national, puisque c'est aussi son Grand Prix. Un crève-cœur qui ne doit cependant pas faire oublier qu'avant son abandon, il avait lui-même un petit peu tout perdu, puisqu'en 3-4 tours, il est passé d'une solide main à la 4e position. Alors oui, c'était pas facile d'arriver en tant que leader dans le nuage, dans la zone humide, compliqué, et il a fait une erreur. Et c'est vrai qu'une fois qu'Hamilton l'a passé, il était à la merci des McLaren de la même manière qu'elles ont doublé Hamilton. Mais voilà, sur la perf de Russell hier, il y a un petit goût de trop peu. Finalement, c'est de ne pas abandonner qui aurait peut-être fait le plus mal, car il aurait terminé 4 ou 5e, peut-être même sûrement derrière Piastri en 5e position, et ça fait mal. Je trouve qu'hier, il s'est pris un petit mur de réalité dans le visage au moment où est arrivée la pluie. Il fait une top saison, George Russell, on en a déjà parlé, il est le pilote performant, le plus performant en tout cas chez Mercedes, il fait partie vraiment des meilleurs de la grille, mais voilà, il y a un truc qui le sépare du tout premier wagon.
Perdre Hamilton était déjà une catastrophe, évidemment, pour Mercedes quand on voit de quoi il est toujours capable, mais si en plus Russell n'arrive pas à rassurer dans les moments les plus tendus où se révèlent les monstres, où se révèlent les tout meilleurs, bah voilà, c'est pas évident. On va pas l'accabler, surtout que là, il a clairement eu de la malchance avec l'abandon et il ne faut pas oublier plein d'autres choses au global sur sa saison. Mais dans cette course, comme finalement dans celle au Canada, bah je trouve que George n'envoie pas forcément un bon message. Verstappen lui a encore finalement envoyé un message très fort. Certes, il a été battu 5 fois en 12 courses et 2 fois d'affilée pour la première fois depuis maintenant 2 ans, mais pour gagner, il faut clairement lui passer sur le corps. Une nouvelle fois, il a été bluffant. Qu'il ne termine qu'à 1 seconde 5 de Lewis Hamilton est presque terrifiant quand on voit le retard qu'il a par moment accusé dans la course et quand on voit le rythme qu'avait la Red Bull sur certaines portions de la course. C'est dingue qu'il ait failli gagner cette course. C'est un petit miracle grâce à un nouveau dimanche parfait, un top départ. Il a su s'accrocher quand il fallait, quand c'était plus dur avec sa Red Bull, et il a su aussi sortir du bois quand c'était son moment, c'est-à-dire quand la piste s'est mise à sécher sur la fin du relais en pneu intermédiaire. Voilà. Sur le dernier tiers, peut-être la deuxième moitié de course, c'est finalement lui l'homme le plus rapide. Et ouais, à l'arrivée, il lui manque peut-être 2 tours, 3 tours pour choper le DRS sur Hamilton et gagner. Pour tout ça, il doit clairement être loué. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait depuis qu'il doit à nouveau se battre pour aller chercher des victoires. On se rend de plus en plus compte de sa réelle qualité. Cependant, il ne faut pas oublier la Q1 où, on l'a dit, il a détruit son fond plat, ce qui a gâché sa qualification. Sûrement qu'il aurait pu partir au moins de la première ligne. Et donc, quand on voit le résultat à l'arrivée, on se dit que ouais, il a peut-être perdu sa victoire en Q1. On a salué Verstappen, il faut évidemment aussi saluer Red Bull qui a été absolument incroyable hier. Pas la voiture évidemment qui était au moins la deuxième et par moment la troisième, voire la quatrième force du plateau sur certaines portions de la course où on a notamment vu Sainz venir menacer Verstappen. Donc Red Bull hier n'était pas la meilleure, mais en tant qu'équipe, ils ont été, oui, les meilleurs. Les 2 arrêts se font à chaque fois pile au bon moment, 2 undercuts magnifiques, extrêmement rapides, qui permettent à Verstappen de récupérer au total peut-être 8-10 secondes sur ses concurrents directs. Et puis, il y a le choix des pneus hard à la fin qui s'avérait être le bon. Un coup de génie qui a bien failli leur ramener une nouvelle victoire qui aurait été absolument inespérée. Bravo Red Bull. La conclusion, comme depuis plusieurs semaines, est donc bien qu'ils n'ont pas la meilleure voiture, ils ne sont pas censés jouer la victoire. Je pense même qu'hier, normalement, Max Verstappen ne doit pas monter sur le podium, puisqu'à un moment donné, il y a 2 McLaren et 2 Mercedes devant. Oui, mais les autres font des erreurs. On a perdu une McLaren, on a perdu une Mercedes, et Red Bull, elle, ne fait pas d'erreur, est parfaite et meilleure. Ils sont encore dans une ligue à part sur ce plan-là, la ligue des vainqueurs. Et là, on est obligé d'en venir à McLaren qui, hier encore, a fait la triste démonstration qu'elle n'est pas encore capable de gagner, elle n'est pas encore prête. On pourrait presque reprendre mot pour mot ce qu'on disait après Barcelone. La voiture, elle est parfaite. C'est évidemment la grande satisfaction du côté de McLaren depuis plusieurs semaines. Pour moi, c'est la meilleure depuis Miami et hier encore, donc elle doit s'imposer. Il n'y a qu'à voir. À la mi-course, ils sont P1, P2. Oui, mais l'exécution n'est pas bonne. Hier, ce qui pêche, c'est surtout 2 arrêts trop tardifs, et notamment le deuxième qui est fatal, puisqu'il permet à Lewis Hamilton de faire l'undercut, de prendre la tête, bien aidé en ça par Lando Norris qui bloque les roues et s'arrête trop loin sur son emplacement. Hier, McLaren s'est arrêté un tour trop tard. Verstappen leur a montré comment faire. Quand t'es leader, on le sait, c'est plus dur d'être le premier à t'arrêter, et finalement, un tour de décalage, c'est pas grand-chose, mais voilà pourquoi Verstappen et Red Bull gagnent des courses et pas McLaren et Norris. Surtout qu'à ce moment-là, il y a une autre erreur, leur plus grosse erreur hier, ne pas arrêter Piastri en même temps que Norris. Bon, peut-être que même Piastri, fallait l'arrêter un tour avant, comme ils ont arrêté Verstappen chez Red Bull. Peut-être que McLaren pouvait le faire avec Piastri pour tester les conditions de piste. En tout cas, du moment où Verstappen était 8-10 secondes plus rapide sur son tour de sortie, même si Piastri allait perdre du temps lors du double arrêt, il fallait absolument l'arrêter à ce moment-là, sinon c'était course perdue. On l'a vu, il a pris quasiment à ce moment-là un tour de retard, c'était dingue. Voilà, tu pouvais même peut-être freiner un peu Hamilton avec Piastri pour donner encore plus d'air à Norris. Bref, McLaren s'est totalement foiré à ce moment-là et on l'a compris tout de suite, même eux le diront, c'est une immense erreur.
Et puis dernière erreur, le choix des pneus soft pour le dernier relais qui ne s'est pas avéré être le bon. Pour le coup, je pense qu'ils se sont fait manger le cerveau par Mercedes qui s'arrête un tour avant et qui met des softs à Hamilton, puisque juste avant on avait une radio de McLaren qui demande à Norris s'il voulait des médiums, donc on partait peut-être plutôt là-dessus. Finalement, c'est des softs et c'était pas le bon. Alors qu'hier, McLaren était la seule équipe de tête à qui il restait un train de médium à mettre, et je pense que s'il l'avait fait, c'était le pneu excellent, on l'a vu avec Piastri, et je pense qu'avec des médiums, hier, il gagnait donc. Troisième erreur qui vient conclure une course qui a été très mal gérée au moment du deuxième arrêt. En réalité, c'est une course qui a déraillé pour McLaren. Ils étaient premier, deuxième à mi-course et le deuxième arrêt a tout gâché. Et à l'arrivée, la réalité est bien dure. L'ardoise est salée. Nouvelle défaite, nouveau regret. Ça fait 4 ou 5 victoires laissées échapper. Heureusement qu'il y a eu le miracle de Miami. Ils peuvent se consoler en se disant qu'ils ont la meilleure machine et que la deuxième partie de saison peut être très belle. C'est vrai qu'ils ont d'excellentes fondations. Mais ce qui est perdu ne pourra pas revenir. Peut-être qu'ils regretteront à vie ces 3-4 victoires laissées échapper. Il y a désormais aussi du retard dans les deux classements et l'écart avec les autres est si mince que pour gagner, il faut être parfait. Et pour l'instant, McLaren sort de ce triple leader en sachant qu'elle est loin, trop loin malheureusement, d'être parfaite pour l'instant. Dans tout ça, n'épargnons pas non plus Lando Norris qui, s'il a une nouvelle fois montré qu'il était très rapide, a encore une fois montré qu'il n'était lui aussi pas encore au niveau. Oui, ses défauts n'ont pas disparu magiquement grâce à la safety car de Miami et la victoire qu'elle a débloquée, puisque ce week-end, il a encore une fois gâché ses chances avec 3 petites erreurs, mais 3 erreurs de trop. La première, le tour de Q3 pas terminé qui ouvre la porte au Mercedes. La deuxième, une tentative trop posée sur Hamilton au virage 3 dans le premier tour qui ouvre la porte à Verstappen, lui offre la 3e place et derrière Lando est bloqué 16 tours. À l'arrivée, ça fait quelques secondes qui font mal. Et puis, il y a eu donc, on l'a dit, cet arrêt au stand où il glisse, s'arrête trop loin et fait perdre du temps à ses mécanos. Comme au départ à Barcelone, comme lors du premier relais à Imola ou comme lors de sa bataille avec Max en Autriche, Lando a montré que le chemin qui le sépare d'une victoire est encore un petit peu trop grand pour empêcher un Verstappen ou un Hamilton des grands jours de s'y engouffrer. Constat douloureux, mais constat nécessaire. Je pense qu'il a ce qu'il faut, mais il ne manque pour l'instant que la concrétisation. Et puis pour dire un mot de Piastri, sa Q3 m'avait laissé un peu sur ma faim, puisqu'il était certes seulement à 2 dixièmes de Norris, mais Norris n'avait pas complété son dernier tour. Il a manqué peut-être une petite performance à ce moment-là, mais son Grand Prix a été absolument parfait. Bon départ, il passe Verstappen quand il a l'occasion de le faire. Derrière, sous la pluie, il remonte direct en deuxième place avec une aisance complètement folle, alors qu'il a conduit des F1 sous la pluie peut-être 4-5 fois. Il a doublé les 2 Mercedes, c'était incroyable. Derrière, il avait le rythme de Norris. Il aurait pu lui aussi se battre pour une victoire. Mais on l'a vu, l'équipe a fait une énorme erreur stratégique qui a totalement ruiné sa course. Et pourtant, à l'arrivée, il termine, j'ai été choqué en revoyant ce chiffre, il termine à 12 secondes d'Hamilton seulement et à 5 de Lando Norris. Voilà. C'est dingue et ça montre aussi à quel point les pneus médiums auraient été un choix gagnant pour McLaren s'il ne s'était pas fait manger le cerveau par les pneus soft d'Hamilton. En tout cas, gros week-end de Piastri. Peut-être qu'il peut en gratter encore un peu sur la qualif s'il veut avoir un petit peu mieux, notamment la position en piste face à Norris, qui lui aurait peut-être donné la meilleure stratégie au moment du deuxième arrêt. Mais bref, on va encore une fois rappeler son âge, sa petite expérience. Gros week-end, ça promet pour la suite. Passons maintenant au chapitre des battus dans lequel on va malheureusement retrouver en tête Ferrari. Énorme claque pour les rouges ce week-end. Pas forcément une surprise vu les dernières prestations, mais constater l'écart avec les 3 équipes de tête a clairement fait très mal. Sainz a très bien résumé la situation à l'arrivée de la course. En fait, Ferrari est bloqué à Imola en termes de package d'amélioration et donc de performance. C'était pas mal, c'était bien, mais ils se sont arrêtés là. Les autres, eux, ont continué à développer. Et donc maintenant, il y a un écart. Ferrari est la 4e force, esselée, incapable d'aller chercher devant. On l'a vu à un moment donné, Sainz, il menaçait Verstappen. À l'arrivée, il termine avec un monde d'écart. Donc voilà, compliqué. Pour dire un mot des pilotes, avant de faire un constat plus global sur l'équipe, franchement, c'était bien de la part de Carlos Sainz. Il a encore fait du mieux possible. Il n'est pas le plus rapide, mais il sait mieux s'accommoder des situations un petit peu compliquées. Et surtout, il a une meilleure capacité
à faire le dos rond et à aller chercher des gros points. Et en fait, il a fait comme en Autriche, un week-end propre de A à Z. Certes, il n'y a pas le petit dixième en plus en qualif pour peut-être aller chercher une place ou espérer se battre plus haut, mais il est là, il est solide, il récupère les points à l'arrivée, c'est très bien. C'est malheureusement un petit peu l'inverse pour Charles Leclerc qui en veut peut-être un petit peu trop par instant parce qu'il sait qu'il a les moyens de faire un petit peu mieux et il n'arrive pas à surmonter les difficultés de la Ferrari en qualif qui est son point fort, ça devient son point faible et donc ça fait 2 week-ends consécutifs où il se gâche complètement la suite à cause de la qualification. Il est éliminé en Q2, après il fait un bon départ et il récupère rapidement la 7ème place qui est celle qui normalement devait lui revenir et puis on tente de l'envoyer très tôt sur les intermédiaires. Sur le coup je me suis dit super idée, il se met à pleuvoir, ils sont loin, au pire il sera 7-8ème, autant tenter, il y a peut-être quelque chose à gagner. Il s'est avéré que finalement, il ne pleuvait pas tant que ça, en tout cas pas suffisamment longtemps, et que personne ou quasiment personne n'est tombé dans le panneau. Évidemment, à partir de là, ça a ruiné sa course. 8 tours de trop sur les inters avant l'arrivée de la pluie. Il a perdu, je crois, quasiment 1 minute à ce moment-là dans ce truc-là. Bref, à partir de là, c'était fini. Mais malheureusement, encore un week-end où tout n'est pas de sa faute, puisque là, le choix stratégique, etc., comme la semaine dernière, l'aileron en Autriche, mais tout ça découle de qualifs qui malheureusement en ce moment ne sont pas au niveau et peut-être d'une petite précipitation. Mais en tout cas, pour Ferrari, le plus préoccupant, c'est pas les pilotes, on connaît très bien la qualité intrinsèque des deux pilotes, c'est vraiment le niveau, la performance, les améliorations faites à Imola et à Barcelone n'apportent pas ce qui était prévu. Ils ont été obligés de tester vendredi 2 versions différentes de la voiture pour tenter d'y comprendre quelque chose. On a l'impression qu'on ne sait plus vraiment où on en est, en tout cas le comptage sportif, il est très clair, il y a toujours un souci d'adhérence, il y a un souci de chauffe des gommes, notamment sur le tour rapide, et aussi désormais un souci d'exécution, puisqu'après le Canada ou Barcelone où il y avait eu des soucis, là il y a eu cette histoire de l'arrêt au stand qui a gâché la course d'un des deux pilotes. On verra comment Ferrari sera capable de rebondir, mais c'est clairement une période beaucoup plus compliquée. On se disait que le Canada, c'était juste un coup de malchance à cause des températures et d'un problème technique pour Leclerc. En fait, le mal est effectivement plus profond. Il va falloir vite rebondir. Je pense que là, du côté de Maranello, ça doit clairement se creuser les méninges. Au rang des perdants, nous sommes évidemment obligés de parler une nouvelle fois de Sergio Pérez qui a vécu un nouveau week-end de cauchemar, cette fois-ci majoritairement causé par son erreur en Q1. En partant des stands après, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à espérer, encore moins comme pour Leclerc, on lui met les intermédiaires 8 tours avant la réelle arrivée de la pluie, donc à partir de là, rien à dire. D'ailleurs, je n'ai plus rien à dire au global sur le cas Sergio Pérez qui est désormais fortement menacé et qui pourrait même pourquoi pas sauter d'ici à la prochaine course. Alors oui, certes, cette fois, il y a son erreur en Q1, mais de manière plus globale, ce gars n'est pas nul. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête de penser que tout est de la faute de Sergio Pérez. S'il était dans une équipe du milieu de peloton, je pense qu'il pourrait totalement faire des performances à la Nico Hülkenberg. Donc pour moi, le premier fautif, le premier à pointer du doigt dans cette situation, c'est l'équipe, c'est Red Bull. Ils ont créé de toutes pièces cet écosystème, cette situation. Christian Horner peut avoir le culot de dire qu'il dirige une équipe qui a une seule voiture, ce que j'ai trouvé assez insultant pour Pérez. Eh bien, c'est lui qui a concocté ce décor et qui en a redemandé pour 2 ans de plus en offrant le contrat à Sergio Pérez, un contrat qui n'a évidemment rien changé à la situation du Mexicain et qui ne peut pas lui apporter de la tranquillité si, même malgré le contrat, on le menace, ce qui était déjà le cas en fin de saison dernière. C'est une situation catastrophique voulue par l'équipe, ça a complètement dégénéré. Aujourd'hui, ils n'ont plus de solution pour ce 2e siège et du coup, désormais, ils subissent cette situation avec un Pérez qui maintenant, désormais, et c'est largement compréhensible, est complètement perdu sportivement parlant. Ils veulent le changer, bah allez-y, mettez Lawson, mettez Ricciardo à la place, mettez qui vous voulez, tant que le système autour ne changera pas, il n'y aura pas de changement profond de la situation. Et de toute façon, quand on a une équipe qui refuse de prendre Carlos Sainz malgré les débords de Pérez parce que ça impliquerait de revoir un peu son mode de fonctionnement, bah voilà, tant pis pour eux. Je pense qu'à terme, ils vont finir par perdre le constructeur. On reste dans les perdants avec malheureusement Alpine et Alpine qui a 2 pilotes qui auraient mieux fait de partir en pause une semaine plus tôt puisqu'ils n'ont littéralement pas pu courir ce week-end à Silverstone. C'est clairement le cas de Gasly qui avec ses 50 places de pénalité n'a pas couru en qualif, n'a même d'ailleurs pas fait la FP1 puisque c'était Douane à sa place. Et puis malheureusement il n'a même pas pu faire un tour puisque sa voiture a rendu l'âme dans le tour de formation. Apparemment un souci de boîte de vitesse alors que la voiture avait été inspectée de fond en comble. Et pour Esteban Ocon, lui il a
pu rouler, mais il a subi tout le week-end les catastrophes, les décisions catastrophiques de son équipe. D'abord, on lui a dit qu'il avait pris le drapeau à damier en Q1 alors que ce n'était pas le cas. Du coup, il a été éliminé. Je ne sais pas à quoi est due cette énorme erreur. Ensuite, on l'a fait partir en soft alors qu'il fallait mettre des médiums pour attendre la pluie. Et comme pour Leclerc et Perez, on l'a arrêté lui aussi 8 tours trop tôt sous la pluie. Donc à partir de là, il n'y a pas grand-chose à analyser. Week-end complètement gâché pour les deux pilotes. Week-end pour rien pour l'équipe. Très mauvaise opération au classement. Et cette question, après ce triple header avec 3 émotions différentes, où en est vraiment Alpine? Sont-ils au niveau qu'ils ont affiché à Barcelone ou sont-ils finalement au niveau de leur place au constructeur, 8e? L'énigme Alpine continue d'avancer dans une saison extrêmement déprimante. Et puis rapidement, dernier battu, je pense à Sauber. La qualification pour une fois s'était bien passée, les points n'étaient pas si loin, mais finalement la course a prouvé que c'était totalement impossible pour eux d'en parler. C'est logique qu'ils soient à 0 points. Pour ne rien arranger, Guan Yu Zhou, qui avait battu un petit Bottas ce week-end, j'ai trouvé, en qualification, est parti comme Ocon en soft, s'est arrêté en médium avant l'arrivée de la pluie, pour au final faire comme Ocon, Leclerc et Perez, s'arrêter 8 tours avant l'arrivée réelle de la pluie. Donc bon, à partir de là, il était peut-être à 3 tours, enfin je sais même pas, c'était la catastrophe, donc voilà, rien à espérer, et encore une fois, Sauber s'est signalé dans le négatif. Mais revenons à présent sur du positif pour aborder les équipes que nous n'avons pas encore abordées justement. Et là, je dois clairement des excuses à tout le clan As, puisque j'avais dit dans le dernier des prix après l'Autriche que leurs 12 points marqués, il ne fallait pas les prendre en compte réellement, puisque ça ne tenait qu'à leur adoration pour cette piste de Spielberg. Eh bien, voilà que Nico Hülkenberg est encore une fois 6e. Et oui, ce que je n'avais pas prévu, c'est le package d'amélioration qui marche apparemment du feu de Dieu. 6e en qualif, 6e en course, et ce malgré un départ compliqué où il perd 3 places. Bon, évidemment, il y a les déboires de Leclerc et Russell qui viennent embellir le bilan comptable de Haas, mais encore une fois, ce week-end, ils sont la 5e force. Bravo, enfin une upgrade en cours de saison qui marche pour cette équipe, c'est la révolution. Le nouveau plancher peut leur permettre de regarder enfin de nouveau vers l'avant dans cette saison, c'est très très bien. Et pour ce qui est de l'ancien Nico Hülkenberg, qui est maintenant un des pilotes les plus âgés de cette grille, eh bien il n'a absolument rien perdu. Ça fait depuis le début de saison dernière qu'on lui dresse des louanges toutes les courses, et cette année pour moi, il est l'un des 5 meilleurs pilotes de ce championnat assez aisément, et il a fait un week-end absolument parfait, bravo Nico. Magnussen lui a fait une course plutôt à l'offensive et termine 12e, mais c'était le minimum vu la voiture qu'il avait entre les mains. Quand on voit ce que Hülkenberg en a fait, on notera que voilà, il y avait encore une fois une différence avec son coéquipier et qu'il a été éliminé en Q1. Il pensait que ça suffisait pour passer, que les autres n'allaient pas améliorer. Ils se sont fait avoir. Bon, bah voilà, à partir de là, c'est compliqué. Dans une moindre mesure, on peut également considérer qu'Aston Martin fait partie des gagnantes du week-end, car il y a 6 points à l'arrivée, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu autant, et il y a enfin du positif comparé aux dernières épreuves. Maintenant voilà, doucement, normalement à la régulière, ça n'aurait été que 3 points, Alpine n'était pas là, et surtout, Haas est bel et bien devant, et même assez clairement. En gros, rien n'a changé dans le fond. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment d'amélioration fondamentale. Donc voilà, on n'y est pas encore pour Aston Martin. Il va encore falloir faire le dos rond. Mais c'était bien au moins de concrétiser quand une occasion de points s'offrait à elle. On verra au classement que ça fait du bien. Et on notera une nouvelle fois que Lance Stroll a fait un week-end plus performant que Fernando Alonso. Mais là, je n'arrive toujours pas à estimer si c'est Lance qui sur ou Fernando qui sous-performe. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, vous me dites. Personnellement, je me dis un peu des deux. Mais je dirais surtout qu'en ce moment, on a un Alonso qui n'est pas vraiment Alonso. Chez Williams aussi, on se sent dans le clan des gagnants en tout cas. Il y a beaucoup de joie puisqu'on a retrouvé les points pour la première fois depuis le déclic de Monaco. S'en était suivi une bonne perf au Canada, puis on avait perdu Williams à Barcelone et en Autriche. Là, on les a retrouvés. On ne sait pas, peut-être que c'est à cause des températures plus fraîches. En tout cas, eux avaient bien du mal à expliquer leur performance, notamment en qualification. En tout cas, Albon, il a atteint la Q3 et malgré un départ qui a été bon, mais où ça s'est mal passé au niveau de l'enchaînement des virages 3 et 4, où il s'est fait taper par des pilotes et a perdu un gros morceau de sa voiture, eh bien, il a réussi à remonter à la faveur d'un super rythme, d'une excellente maîtrise et d'une très bonne stratégie de la part de l'équipe. Il termine 9e, 2 points, c'est très très bon. Ils ont notamment su mettre les médiums à la fin, ce qui a su faire la différence. Donc franchement, là-dessus, bravo Williams.
Signalons aussi au passage le très bon week-end de Logan Sargent qui termine malheureusement pour lui à la porte des points. Il a été 12e aussi en qualification, à seulement 2 dixièmes d'Alexander Albon au moment où il était éliminé en Q2. Voilà. On le dit depuis 2-3 courses, ça va mieux pour Logan Sargent, c'est pas encore parfait, notamment le dimanche où il peine un petit peu, mais là ça a été très bien, il faut le dire, et pour moi, si je reprends toute sa saison, c'est son meilleur week-end de la saison. Bien joué, bravo. Et puis pour finir, on a Racing Bulls qui a pris un point, le dernier point dans un week-end quand même délicat au global pour l'équipe qui a reculé clairement dans la hiérarchie. Mais Tsunoda a été extrêmement tenace, il s'est qualifié dans la bonne zone, dans le bon groupe et il a su faire la différence, notamment face à Logan Sargent et ensuite profiter des déboires de Leclerc, de Perez et de Russell pour grimper jusqu'à la 10e place. C'est un point important finalement pour Racing Bulls qui est maintenant talonné au classement par Haas. Voilà, c'est très bien. En revanche, pour Ricciardo, c'est plus compliqué. Mauvaise exécution en Q2, derrière Tsunoda tout le week-end. Et ce, malgré 2 arrêts qui sont au bon timing, puisque c'est au même timing que Verstappen. Donc théoriquement, ça aurait dû lui faire gagner du temps. Et à l'arrivée, il a terminé assez loin. Donc clairement, si Racing Bulls peut estimer avoir sauvé les meubles ce week-end, Ricciardo, lui, va plutôt dans la catégorie des perdants, en attendant de voir si prochainement, il va perdre son siège ou non. Voici à présent les classements. Max Verstappen dans tout ça reprend 3 points encore à Lando Norris et porte donc son avance à 84. Vous voyez que derrière, entre les places 2, 3, 7, 8, c'est un grand n'importe quoi, c'est extrêmement serré, ça peut bouger jusqu'à la fin. Stroll, lui, a repris la 10e place, un petit point devant Nico Hülkenberg et 3 devant Yuki Tsunoda. Au constructeur, Red Bull cale un peu à cause de Sergio Perez. McLaren revient à 6 points de Ferrari et seulement 78 finalement de la tête de Red Bull. On a aussi Mercedes en embuscade, même s'il y a encore du retard. Le titre constructeur va être incroyable et va se jouer à très peu de choses sur la 2e partie de saison. Derrière, Aston a pris un petit bol d'air avec ses 10 points, ça fait plus 37 sur Racing Bulls, c'est beaucoup quand même pour les parties de tableau basse. As, elle, a fait un énorme coup, 20 points en 2 Grands Prix. Est-ce que c'est assez pour qu'Alpine ne revienne jamais ? Peut-être en vrai parce que 18 points de retard dans ces eaux-là du classement, c'est beaucoup. Est-ce que c'est assez pour aller concurrencer Racing Bulls parce qu'il n'y a que 4 points d'écart? Je sais pas, si le package marche, pourquoi pas. Et enfin, au fond, Williams a désormais un matelas d'avance sur Sauber qui est toujours à 0 et qui a des bonnes chances de terminer dernier. On passe aux notes, comme d'habitude, vous les regardez et vous m'aidez à les rendre plus justes. Prenons tous ensemble du recul, je ne peux pas les avoir toutes parfaites du premier coup, il me faut plus de temps, plus d'arguments et c'est justement vous qui allez me les apporter. La meilleure note évidemment pour Hamilton, mais pas le 10 puisqu'il n'a pas la pole et à 2-3 détails près, la course aurait pu tourner différemment, mais c'était quand même absolument exceptionnel. Verstappen, monstrueux, dommage pour l'erreur en Q1. Hülkenberg, exceptionnel, tout comme Alexander Albon, même si au départ, il nous a fait une frayeur. Piastri, excellent week-end. Norris, très très bon aussi, mais je reste sur ma faim au niveau de l'exécution en course. Sainz a assuré, tout comme Lance Stroll. George Russell, c'est bien, mais franchement, les 3-4 tours où il perd tout font mal. Tsunoda, c'est cool, il a sauvé des points pour Racing Bulls. Sargent, on plébiscite un bon week-end, même si on ne peut pas forcément monter plus haut. Ocon, je l'ai noté, je lui ai mis 6. Je ne sais pas si, comme Pierre, il devrait être non noté, vu toute la malchance qu'il s'est tapé ce week-end. Grosjean, c'était pas mal parce qu'il a devancé Bottas en qualif. Malheureusement, la course, je peux pas faire grand-chose, mon pauvre. Leclerc, tout n'est pas de sa faute puisque l'arrêt, il n'a pas forcément du bol sur la stratégie de l'équipe, c'était un mauvais choix. Mais voilà, la qualification laisse à désirer une nouvelle fois. Alonso est dans les points, mais il est derrière Lance Stroll en qualif et en course. Bottas, j'ai trouvé que c'était pas fou ce week-end, tout comme Magnussen qui prend une belle claque par Hülkenberg. Ricciardo dur également, et puis Perez a la plus mauvaise note. Vous me direz comment je dois ajuster toutes ces notes. Et rapidement, voici les notes des équipes. C'est Mercedes qui a la meilleure, ils ont été devant quasiment tout le week-end et ils ont la victoire. Red Bull se sauve avec une exécution exceptionnelle en course, tout l'inverse de McLaren qui le voyait est plus bas dans le classement, devancé par Haas et Williams qu'il faut publiciter avec deux très très belles performances. Aston, c'était bien, mais c'est pas foufou non plus. Ferrari, coup dur. Racing Bulls accuse un petit peu le coup en ce moment. Sauber, c'est dur. Et Alpine a vécu un week-end complètement cauchemar.
Avant de vous quitter, un petit mot sur Isa Kadjar qui a frappé un grand coup ce week-end en Formule 2 et qui prouve tout simplement qu'il est le meilleur de ce championnat et que Red Bull doit lui donner une chance. Si c'est pas en 2025, ça devra absolument être en 2026 à l'image du plan de carrière qu'ils ont réussi à dessiner à Liam Lawson. Et en F2 aussi ce week-end, c'est Antonelli qui s'est illustré en remportant de fort belle manière la première course. Ce gamin a un truc, ça ne s'explique pas si vous ne l'avez toujours pas vu. Je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, en tout cas, vous ne le verrez pas à travers le classement d'une F2 qui est déprimante et qui est très injuste et qu'on a beaucoup de mal à lire. La F2, on en parlera peut-être un jour, mais pour moi, ce n'est pas le bon baromètre pour totalement mesurer le niveau des pilotes. L'impression, il vaut beaucoup plus que les points. Bref, sur ce, merci de votre écoute et de votre soutien. Un bon gros dépris parce qu'on avait plein de choses à dire. J'espère que vous êtes régalés. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, à vous abonner pour me soutenir. Et on se retrouve évidemment dans les commentaires pour discuter de tout ça. On se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui, au-delà de se moquer d'Hamilton, qui finalement n'a peut-être pas fait un choix si avisé que ça en rejoignant Ferrari depuis Mercedes, alors qu'on pensait l'inverse il y a quelques courses, mais bon, il reste encore beaucoup de courses et même la saison prochaine sera très différente. Non, on a un Enzo Ferrari qui nous rappelle qu'il faut chérir les moments où la Formule 1 est chiante, où elle est répétitive, puisque c'est ces moments-là qui permettent d'embellir les moments où la Formule 1 devient absolument extraordinaire comme elle l'a été ce week-end. À bientôt.